Contraire, hein. Le Salaf, c'est 15 siècles qu'on a derrière soi. C'est 15 siècles, c'est les anciens. C'est une chaîne de connaissances. Alors, 15 siècles d'ignorance, et puis un Daesh qui sort comme ça, qui se trouve en possession d'un armement terrible, laissé par les Américains, à dessein, avec un compte en banque extraordinaire qu'ils peuvent geler à n'importe quel moment, mais qu'ils ne le feront pas, ils ne le feront jamais. Ils peuvent geler les avoirs en milliards d'euros, de dollars de ces criminels, mais ils ne le feront pas, parce que c'est leurs instruments. Daesh, c'est l'instrument de l'Occident pour détruire, dans la profondeur de l'histoire, l'Orient et le monde arabo-musulman. C'est ça le but, parce que ça fait partie de la géopolitique et de la géostratégie, donc l'application militaire de cette géopolitique, de ce qu'appelait Condoleezza Rice le nouveau Moyen-Orient. C'est en train d'être appliqué. Il ne faut pas se leurrer. Donc ces Daesh, il faut les appeler par leur acronyme et les qualifier d'État terroristes takfiri qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour défendre, j'allais dire, enfin les musulmans, que peuvent dire les musulmans, quels arguments peuvent-ils apporter pour dire l'islam n'est pas contre la notion du patrimoine? Mais pas du tout. D'ailleurs, l'islam est basé sur la protection de cinq valeurs, dont le patrimoine, individuel ou collectif. Ce qu'on est en train de faire, c'est la destruction d'un patrimoine. Il n'y en a pas le droit de faire ça. Vous savez... pardon, juste une minute. Ce que peuvent faire les musulmans, c'est d'abord renier ces gens, se démarquer de ces gens. La dernière fois, le mufti de l'Azhar hésitait. Est-ce qu'on devrait excommunier ces gens ou on ne devrait pas, etc. Mais fondamentalement, ce n'est pas des musulmans. Au départ, ce n'est pas des musulmans. Donc les excommunier ou les accepter, ça revient au même. Ce qu'il convient de faire, c'est de les renier, s'en démarquer et rappeler aux gens qu'il y a quand même 15 siècles d'islam derrière nous, qui n'ont jamais touché un patrimoine collectif ou privé, qui ont été caractérisés par une grande tolérance. M. Khalif a donné l'exemple de l'église araméenne, je cite encore l'église chaldéenne. En Syrie, il y a le village de Maaloula qui parle araméen, qui sont tous chrétiens. Cette grande tolérance. Et puis, il y a un monstre qui apparaît comme ça, avec un armement terrible, des missiles tactiques, un compte en banque extraordinaire, un réseau social qu'on peut arrêter, qu'on peut éliminer, mais qu'ils ne le feront pas. Donc tout ça, c'est cousu de fil blanc. C'est un complot mondial contre l'Orient. Il faut bien le dire. Monsieur Khalifa, vous savez, moi ce qui m'étonne, c'est que l'Orient n'en est pas à sa dernière ni à sa première guerre. C'est-à-dire que tous les conquérants, depuis Alexandre, depuis Khosroès, etc., ont occupé des provinces, ont occupé des routes. Et comme nous l'expliquait notre ami, ce n'est pas une question de points, parce que chaque général fait avancer ses troupes pour occuper et pour avancer, pour aller de l'avant. Donc, c'est la première fois, et comme le disait mon ami, l'islam, quand il a fait ses conquêtes, quand donc de l'Arabie désertique, à partir de Médine, il est monté sur la Syrie, il est monté sur la Mésopotamie, ils n'ont jamais pensé à démolir des vestiges. Jamais. Et vous avez encore maintenant en Jordanie ou en Syrie des sites antiques qui ont été connus et qui ont été traversés par les cavaliers arabes et qui ont été décrits par les géographes arabes. Il faut savoir que au tout début de l'islam, la géographie arabe était extraordinairement forte parce qu'il y avait un réseau donc de postes de courriers qui faisait que on connaissait les différentes... Vous lisez tous les masalik et mamalik de tous les géographes, ils vous citent ces curiosités, ces villes antiques, romaines, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le cas de Hagia Sophia. C'est l'exemple le plus... ou bien la mosquée du Rocher, qui n'a pas été démolie. Au contraire, Omar ibn al-Khattab y a prié. Donc, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que, en fait, on arrive à une guerre unique en son genre. Unique en son genre. C'est-à-dire que on surmédiatise pas des territoires, mais on surmédiatise des sites qui n'ont, du point de vue du site, aucune valeur stratégique ni tactique. C'est pas ce que dit Non, Kamel Mensali. non, après, pas dans le sens. différentes lectures. Tadmour, elle est, bien sûr que Tadmour est vivante. Palmyre ne l'est pas. Vous comprenez, la mais ville il de y a la Tadmour. géostratégie. Non, c'est de la géostratégie, oui, mais je dis simplement que on attire l'attention, on veut attirer l'attention. Et Irina Bukova a dit que c'était donc un crime contre l'humanité, qu'il y avait le silence, qu'elle appelait tous les responsables politiques et religieux à se soulever contre. Et le 24 mai, le Cheikh d'Al-Azhar a dit que c'était contre la charia, que c'était donc un crime contre l'humanité. Donc on a pris position. Le problème n'est pas là. Comment se fait-il que ce Moyen-Orient, qui a résisté à plus de 5000 ans de guerre, les Hittites, les Perses, les Égyptiens, tout cela, les Babyloniens, les Sumériens, etc. Et là, on arrive à un moment où on veut faire table rase de tout cela. Excusez-moi, mais ce n'est pas la première fois, nous ne sommes pas dans cette même cas de figure, ce n'est pas le premier cas de figure. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé à Bagdad après l'invasion des Mongols. Donc ils ont tout détruit, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par détruire ce qu'on appelle la connaissance du savoir. Ils savaient pertinemment que c'était pour contrôler les populations, il faut contrôler le savoir, il faut contrôler, comment dirais-je, leur lieu, le pôle de regroupement, tout ce qui fait leur rayonnement, tout ce qui fait leur identité. C'est comme ce qu'ils ont fait les Karamites, comme le disait Kate tout à l'heure. S'ils ont voulu détruire, le Kaaba, la Kaaba, et ils ont transféré la pierre noire à l'est de la province orientale vers Al-Qatif, c'était pour que ça devienne le lieu de rassemblement, le lieu de convergence de tous les musulmans. Oui. Donc voyez-vous, donc contrôler l'identité et contrôler pratiquement tout ce qui constitue votre identité, donc c'est ça l'objectif. Mais ça a été fait au travers de l'histoire. Ça a été fait en Algérie par les Français, quand les Français ils ont tout fait disparaître. On n'a rien, ni la langue arabe, ni langue arabe, ni enseignement en arabe, ni enseignement qui est proprement algérien. Mais alors, donc ça a été fait. On veut annihiler ce qui se passe actuellement. Pardon ? Au Moyen-Orient, on veut annihiler, détruire. Ça a été déjà fait auparavant. On a parlé de 150 000, de 80% des 150 000 pièces archéologiques qui ont disparu du musée de Bagdad. Il y avait 7 musées de Bagdad, plus la Bibliothèque nationale. Ils ont été pillés. Et la pièce la plus importante, monsieur, ce n'est pas simplement la pile. Il y a aussi la fresque de Nabuchodonosor qui illustrait l'allégeance des rois hébreux à Nabuchodonosor, qui est l'une des plus importantes et est une pièce rare qui a disparu. On dit qu'elle est en Israël, mais on ne le sait pas. Mais quand en même temps, le directeur de l'agence culturelle américaine, Ashton Hawkins, qui est actuellement toujours en poste, qui demande au gouvernement américain de laisser sortir toutes les pièces archéologiques, parce que selon lui, mieux que lorsque les pièces archéologiques ou bien des trésors archéologiques sont éparpillés, sont plus en sécurité lorsqu'elles sont dans une autre main. Et quand on fait croire que Daesh veut faire du commerce avec ces pièces archéologiques, c'est faux. Daesh, il a déjà les prix de pétrole, c'est plus important, c'est plus rentable et c'est plus rapide. Il contrôle 60 puits pétroliers, y compris à Sirte. L'invasion de Sirte, qui actuellement n'a pas été médiatisée. Alors, Kamel Mensali, pour répondre... n'a pas la même mentalité que vous. Vous ne comptez que sur votre pétrole. Comme les Moyen-Orientaux, compte sur cette richesse qui est l'archéologie. Mais en même temps, il y a effectivement... la Syrie, elle a deux... Kamel Mensali,
la Syrie est un pays à l'origine qui était touristique. Et ça a été reconnu par Interpol notamment, il y a un trafic d'art, et il est le troisième d'importance, hein, il est le troisième au monde. On ne peut pas dire que Daesh va faire l'impasse sur cette richesse, il connaît très bien la valeur marchande de ces objets, et c'est d'ailleurs ce que vous disiez un peu avant l'émission, Monsieur Khalifa, que les fameuses statues qui avaient été détruites dans le musée de Bagdad. On est dans la logique de destruction, on n'est pas dans la logique de trafic. Pour le moment, on est en train de les voir de la destruction. Une économie de trafic, Kamel Mensari, en Irak notamment, qui a engendré 7 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? C'est-à-dire que le trafic existe et existait bien avant. C'est-à-dire on a pillé l'Égypte. On parle de Daesh. Daesh, pour les chiffres, écoutez-moi, pour les chiffres, Daesh est en train de faire, il gagne plus de 120 000 dollars par puits de pétrole. Oui, mais c'est-à-dire que c'est plus rentable, c'est plus rapide et c'est plus facile. Vendez une tablette cunéiforme, vous allez voir combien absolument, ça va. Non, je ne dis pas le contraire, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a déjà la facilité. Et c'est comme ça, c'est petit comme ça. Oui, hein. mais c'est petit comme ça, c'est le début de l'écriture. C'est plus difficile pour vous. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de vendre une pièce archéologique ou du pétrole? Des femmes d'Alger, 179 millions de... Oui, mais ça n'arrive qu'une fois, mais vous avez une production pétrolière tous les jours. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole, vous devez trouver la cargaison, etc. Elle existe déjà. Ce sont des gens qui passent de l'autre côté vers la Turquie, etc. Et ça passe comme une lettre à la poste. Ahmed Katou, vous vouliez réagir? Justement, je pense qu'on peut replacer le débat et l'analyse sur un niveau d'anthropologie politique. Quels sont les outils de Daesh mentaux, idéologiques, doctrinaux, et quelle est justement la composante humaine de ces milices terroristes? On a des gens sans foi ni loi, des aliénés de l'Occident et du monde arabo-musulman. On a des sociétés à base tribale qui sont les premières visées, l'Irak et la Syrie. Lorsqu'on parle aujourd'hui des massacres de Daesh, on parle de provinces dirigées par des confédérations tribales, etc. Tantôt une tribu bascule dans le camp du gouvernement, tantôt elle rebascule dans le camp de Daesh. C'était le cas des Kurdes. Justement, il y a un problème majeur. Cette fragilité anthropologique favorise justement l'émergence et donne à Daesh tout son sens. C'est pour ça que ces deux pays ont été choisis, non pas par hasard. Il n'y a pas uniquement que ces deux pays, il y a également la Libye qui est visée. Kamal Mansari a rappelé que Sirte est en train d'être conquise par Daesh. L'aéroport a été perdu hier. Donc il y a également une menace sur le patrimoine romain en Libye, les Ptismania, Oea, etc. Donc il y a une menace imminente. Daesh veut annihiler, Abdelrahman Khalifa l'a rappelé au début, toute cette idée de civilisation, cette stratification civilisationnelle, historique, culturelle est en train d'être annihilée par Daesh à dessein. On ne peut pas dire que Daesh obéit à une logique intrinsèque propre à elle. Au contraire, pourquoi ce sont ces sites du Moyen-Orient qui sont visés? Pourquoi des sites plurimillénaires qui sont détruits au vu et au su de tout le monde? C'est vrai, l'Occident s'en émeut, mais il faut dire que peu de choses sont faites justement pour éviter la perpétuation de ce massacre culturel. J'aimerais, avant de vous laisser répondre, M. Belmeki, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que vous venez de dire. On a parlé de qui en bénéficie, mais on n'a pas parlé de qui est visé, quelle culture particulièrement est visée. Est-ce que ce sont au Moyen-Orient, il y a... Vous en avez parlé. C'est la civilisation humaine dans son ensemble, d'abord. C'est l'humanité qui est visée, et d'un. De deux, le Moyen-Orient, lorsqu'on dit une civilisation, la civilisation arabo-musulmane, c'est un terme générique qui il y a les chrétiens d'Orient, par exemple. Les juifs, les yézidis. Est-ce que vous diriez que les chrétiens d'Orient, par exemple, un terme générique pour désigner aussi les yézidis, entre autres, est-ce que vous diriez qu'ils sont visés particulièrement par Daesh? Avant Daesh,
On se rappelle des déclarations de Nicolas Sarkozy qui avait dit et préconisé le transfert de tous les chrétiens d'Orient vers l'Europe. D'abord, il y a eu cette volonté européenne et plus précisément française de, entre guillemets, rapatrier les chrétiens d'Orient. Ce sont des Irakiens, ce sont des Syriens, ce sont des Arabes. En fin de compte, ils sont chez eux. Ouais. Ils sont là-bas avant même l'islam. Les Chaldéens, les Assyriens, les Araméens. Ma'loula a été dévasté par Nosra il y a quelques mois. On a vu les sites religieux de Ma'loula, qui est un village près de Damas, qui parle toujours l'araméen, la langue de Jésus-Christ, qui a été visé par les hordes terroristes. Donc, on veut faire peur pour extraire le choc et l'effroi. Donc c'est une stratégie globale. On veut vider le Proche-Orient de sa substance civilisationnelle. Oui. Les Mongols l'avaient fait à l'époque avec la chute de Bagdad en 1258. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un Moyen-Orient docile si on gomme un petit peu. L'objectif initial, attention, l'objectif initial n'était pas... C'est-à-dire il faudrait revenir à ce qui a été appelé le printemps arabe. Si le régime syrien était tombé 1 mois ou 3 mois plus tard, nous ne serons pas là, on discutait. C'est-à-dire qu'au départ, l'objectif, c'était renverser un régime, instaurer un régime démocratique. Ça se passait, c'est-à-dire que c'était ça l'objectif initial. Mais on file en aiguille, plus l'exacerbation de la situation qui a conduit à ce qu'on arrive aujourd'hui à faire face à ce genre de situation qui est la destruction des biens civilisationnels. L'idée principale disons, la coalition internationale était de soutenir l'opposition en Syrie, en Libye, en Yémen, pour qu'il y ait un changement démocratique. On revient vers... Parce qu'on disait que les régimes qui dirigeaient étaient des régimes dictatoriaux. OK. Mais, actuellement, la disparition de l'opposition modérée, on n'en parle plus maintenant du CNS, notamment. C'est l'armée syrienne libre. On ne parle plus de tous ces leaders modérés. On a introduit l'exemple le plus hideux de l'opposition armée en Syrie qu'on baptise modérée. Surtout depuis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis le mois de mars dernier. C'est-à-dire que c'était une décision internationale, c'est des puissances qui l'ont décidé. L'objectif au départ n'était pas on va détruire la civilisation, on va détruire le Moyen-Orient parce qu'on voudrait détruire la civilisation. Ce n'était pas ça l'objectif. Était changer de régime. Il y avait l'Irak, il y avait le Qatar qui était impliqué, il y avait la Turquie qui était impliquée. Ces pays-là qui au sein du Conseil de sécurité ne parlaient que de changement politique et qu'il fallait trouver. La Ligue arabe s'est impliquée en Libye, elle s'est impliquée en Syrie avec les observateurs et tout. Il y a tout un processus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que tout ça a été fait pour détruire la civilisation. C'est venu avec le temps. C'est-à-dire que presque, disons-nous, une stratégie à part qui a été menée. Parce que lorsque vous lancez 20 000 nouveaux combattants, dont la plupart sont venus actuellement de Kosovo. Un rapport qui a été publié le 14 avril dernier, qu'est-ce qu'il dit? Le rapport qui a été publié par le Centre kosovar pour les études sécuritaires. Il est disponible sur le net, vous pouvez le vérifier. Venez-en en fait. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont venus combattre étaient venus probablement avec un agenda. Mais ce n'est pas l'agenda principal. L'agenda principal, c'est d'encore isoler le gouvernement, le régime syrien, pour favoriser une frappe ou bien une opération militaire d'envergure qui va être décidée probablement le 2 juin, dans 2 jours. Rapidement, Monsieur Belmeki, avant de parler évidemment des mesures internationales et de cette fameuse réaction de la communauté internationale qui reste relativement tiède. Daesh a pour stratégie, plutôt pour tactique, parce que le tactique c'est de plus courte durée, de conquérir des territoires, mais d'une façon diffuse. C'est comme les marées, il y a un flux, un reflux. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se veut être un État. Un califat. L'État islamique, il se veut être un État. Or, un État, c'est une autorité politique qui s'assied sur un territoire, une population. Oui. Donc c'est une théâtralisation du concept de l'État. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Comme l'a dit M. Keteb, Daesh, c'est quoi Daesh? Nous avons un noyau dur, c'est les rescapés d'Abu Ghraib et de Guantanamo. C'est des gens qui ont pété les plombs. Et les Américains les ont torturés dans ce but-là. Et puis, il y a les opportunistes.
qui sont agglutinés tout autour de ce noyau dur. Des opportunistes qui n'ont aucune culture politique, donc qui prennent le train en marche. Il y a de l'argent, il y a des salaires. Évidemment, c'est des opportunistes. Et il y a des gens qui veulent se rendre célèbres. C'est ça, Daesh. Mais qui est le stratège qui est derrière Daesh? C'est un complot mondial. Oui, ça, on a compris. Contre l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que l'Orient, c'est Abel, et l'Occident, c'est Caïn. C'est ça la dialectique entre l'Orient et l'Occident. L'Occident a toujours, M. Khalifa vous a donné des exemples à propos, l'Orient n'a connu que des guerres venant de son environnement, soit de l'Iran, des Perses, soit de l'Occident. Et ça a toujours été... D'Asie aussi. Oui, d'Asie. Ça a toujours été comment on appelle le halaba des boxeurs. Laboratoire. C'est-à-dire le ring. Ça a toujours été le ring de bagarre entre les Grecs, les Perses, les ceci, les cela. Donc, c'est un plan global qui rentre dans l'optique du siècle des États-Unis, qui est le 21e siècle. C'est-à-dire annihiler les populations, les vider de leur culture. Tuer leur mémoire en détruisant leur lieu de mémoire. Et avoir un Moyen-Orient voilà, un Moyen-Orient qui va écouler ses dernières gouttes de pétrole. Donc il faut disloquer, qu'il faut atomiser. Et Daesh, c'est un instrument pour faire ça. Monsieur Khalifa, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la Convention du patrimoine mondial de 1972 et on observe aujourd'hui son inefficacité, j'allais dire, parce que nous ne sommes pas dans un conflit, comme on le dit, traditionnel, mais face à un groupe non, il y a eu d'abord la Convention de La Haye du 14 mai 1954 qui déterminait les biens culturels et qui demandait à ce qu'on les protège. Et qui demandait même à la... Donc c'est sur 42 articles, qui demandait même à la communauté internationale de préserver donc ces biens culturels. Qu'ils soient matériels, comme les bibliothèques, les manuscrits, etc. Oui. Vous faisiez tout à l'heure allusion à à Bagdad, la prise de Bagdad par les Mongols. Ils n'ont pas démoli ils ont brûlé les bibliothèques, oui, ils ont brûlé le savoir, comme Israël, quand il y a eu en 56 la prise de... Donc ils ont pris le Sinaï. Les premiers soldats qui étaient dans l'armée israélienne, c'était ceux qui ont pris les manuscrits de Raza. Et vous savez que Raza, ce n'est pas un hasard si Raza continue de résister de tout temps. L'histoire nous apprend que les choses ne se passent pas comme ça par hasard. Raza a de tout temps été un point de résistance. Donc l'histoire se répète. Monsieur Khalifa, on en arrive au terme de l'émission. Ce qui me frappe, c'est que à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a bien sûr, quand il y a eu le bombardement de Dresde, le pillage la cathédrale de Cologne a été épargnée. Oui, mais celle de Dresde a été rasée et jusqu'à maintenant, elle est un exemple qu'on montre pour montrer, si vous voulez, les bombardements. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, parce que la chose se produit ailleurs, et l'Europe a depuis 1945 fait en sorte pour qu'aucun conflit ne passe chez elle, ne se fasse. Et d'ailleurs, la petite guéguerre qu'il y a sur l'Ukraine, ils sont aux abois. Mais en Orient, c'est véritablement un laboratoire qui est en train d'être manipulé. Alors aujourd'hui, concrètement, par rapport à d'éventuelles mesures internationales, législatives, on ne va pas voir cette convention se développer davantage, puisque vous dites que les Occidentaux, finalement, ça se passe loin de chez eux et qu'il n'y a pas besoin de revoir cette convention. Oui, absolument. Et je vais vous dire, cela va... si ça va être détruit, ce sera. C'est comme les statuts de Banyan. Il y a eu un mouvement de protestation, puis après, ça s'est arrêté. Qu'est-ce que cela veut dire? De fait, on ne veut pas donner à cette région, on ne veut pas qu'elle s'appuie
sur une civilisation. C'est ça le danger. Parce que une occupation est toujours suivie d'une libération. Vous voyez l'Algérie, l'exemple le plus frappant. Oui, mais pardon. Oui, mais l'identité n'est pas simplement les vestiges historiques, il a fait partie. Oui. Mais lorsque vous dépouillez tout un peuple de sa langue, vous dépouillez tout un peuple de sa culture, vous êtes dans la destruction. C'est pas pour qu'on ne soit pas cloîtré dans le schéma des sites archéologiques. C'est tout un ensemble. C'est l'ethnocide. Un ethnocide, comme l'a dit le monsieur. C'est-à-dire qu'actuellement, Daesh participe à ça, mais elle ne participe pas simplement à la destruction des sites archéologiques. Il y a la vieille ville de Homs a disparu. C'est une ville magnifique, je ne sais pas si vous l'avez visitée, mais c'est une ville historique. C'est-à-dire qu'on a toutes ces villes-là qui disparaissent. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a les sites historiques, il y a aussi les richesses pétrolifères. La Syrie qui était un modèle de développement économique, qui était devenu en 2006 un État pratiquement qui n'est plus considéré comme dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme par l'administration américaine. Devient par hasard comme un État dangereux. Pardon ? Le temps qui nous était en plus imparti est terminé. Le débat est très intéressant. Nous n'aurons pas le temps je n'aurai pas le temps de vous donner chacun un dernier mot. En tout cas, merci à vous donc d'avoir été parmi nous. Je rappelle Kamel Mensali, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Le Jeune Indépendant. Ahmed Kateb, enseignant universitaire à l'École supérieure de journalisme d'Alger. Et puis Aïssa Belmeki, chercheur post-doctoral en anthropologie politique. Abdelrahman Khalifa, vous êtes historien et docteur en archéologie. Merci à vous, merci pour vos éclairages. Notre adresse mail pour réagir sur le fil@untv.dz. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.